Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour la toute première émission de 2018 d'Accès Direct. D'ailleurs, toute l'équipe et moi-même tenions à vous souhaiter une très bonne et chaleureuse année 2018. Vous connaissez le principe de l'émission, c'est en direct que ça se passe à la fois à la télé, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter ou à questionner nos invités ce soir. Et ça, c'est grâce au hashtag Accès Direct. Aujourd'hui encore, pour bien commencer, le programme est chargé. Nous accueillerons le docteur Claude de Bourguignon, médecin généraliste pendant plus de 40 ans. Il est le co-auteur d'un livre, Sauver le médecin généraliste. Nous accueillerons également Benjamin de Fontgalan et Isabelle Suzini, respectivement de la plateforme placedelaloc.com et de 1% pour la planète. Enfin, nous terminerons cette émission avec un peu d'art et d'histoire avec la dessinatrice de bande dessinée, Termière Baudouin. Mais on commence avec les titres. Bonsoir Pauline. Bonsoir Manu. Comment ça va bien? Bonne année. Va, bonne année. Et ce soir, on commence comme en 40 avec une machine à neige du côté de Valloire. Bah oui, on parle de la neige. Alors, il y en a eu beaucoup ces dernières semaines et ces derniers jours. Pour autant, les stations fabriquent quand même la neige de culture. Ils en ont besoin. C'est le cas notamment du côté de Valloire. En fait, leur machine est à plus de 2000 mètres d'altitude. Et Kimberly Trieux est allée y faire un tour. On visitera un petit peu cette machine pour voir comment ça fonctionne et comment on fabrique la neige de culture. Et puis c'est reparti pour une série de la semaine. Bah oui, on ne change pas les bonnes habitudes. 2018, pareil que 2017. Exactement. Donc série consacrée cette semaine aux initiatives solidaires sur notre territoire. Aujourd'hui, on ira donc à Chambéry du côté de la cantine savoyarde. Elle opère depuis 1983 pour offrir des repas le midi et le soir. Mais nouveauté cette année, les personnes les plus démunies ont le droit tout simplement à des petits déjeuners. Donc Fenêtre de Buisson est allée y faire un tour. Ce sera donc le début de notre série de la semaine. Ah, je le reconnais bien, la fenêtre. Et comme d'hab, on commence avec, comme chaque semaine, avec la revue de presse. Et ça commence avec une dameuse en panne. Oui, c'est la belle histoire, on va dire, de ce début d'année 2018. C'est la petite station de Rome-sur-Cluse en Haute-Savoie. Alors, ils n'avaient qu'une seule dameuse pour damer leur piste. Malheureusement, elle est tombée en panne alors qu'il y avait énormément de neige et qu'on devait ouvrir. Alors, la maire a donc décidé de faire un appel sur les réseaux sociaux, un appel largement répandu avec un gros élan de solidarité. Alors, le réparateur est venu et a dit qu'il a constaté la panne, que c'était sérieux, que la dame ne serait pas réparée le lendemain. Donc, plusieurs stations voisines ont proposé un engin de remplacement. Alors, ça pouvait pas se faire parce que l'engin ne pouvait pas venir et traverser les routes avec le nombre de voitures déjà sur les routes, c'est ça. Du coup, c'est la station du Reposoir qui a proposé un scooter des neiges spécialement équipé pour réaliser un damage partiel des pistes. Donc, ils ont pu ouvrir 2 pistes sur les 8. Selon la maire Sylviane Noël, elle était donc très heureuse. Et puis du coup, ils ont trouvé une solution de remplacement pour la dameuse. Ils ont trouvé une dameuse d'occasion à 30 000 € et à l'arrivée ce midi, ils vont donc pouvoir damer les pistes et ouvrir toutes les pistes grâce à toute cette neige qui est tombée. C'est donc la belle histoire de 2018. C'est beau, la fraternité interstation. C'est magnifique. Et puis, également, tu nous parles de Tessa Worley, la puce du Grand Bornand. Oui, on reparle de Tessa Worley, on en parlera encore toute cette saison. Elle a été élue championne des championnes par le journal L'Équipe. C'est la première skieuse à s'imposer dans leur classement depuis 15 ans, au terme d'une année très riche. Elle est championne du monde, le globe de cristal en géant. Alors elle dit, je cite, « C'est important pour moi, pour le milieu du ski et pour les filles. C'est tout sport confondu, ça ne concerne donc pas que le ski et c'est ça qui est fort. » Avant elle, seuls 6 skieurs ont été récompensés. Guy Perrier en 61, Marielle et Christine Gottschel en 64, Jean-Claude Killy en 67 et 68, Luc Alphand en 97 et la dernière, une femme, Carole Montillet en 2002. On espère donc qu'elle va peut-être conserver son titre l'année prochaine parce qu'il y a les Jeux Olympiques en ligne de mire et on espère plusieurs belles médailles autour du cou de Tessa Worley qu'on suivra avec tous les autres athlètes français. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Exactement. Toi Manu, on continue à parler de la neige, c'est la saison. Le hors-piste qui sera interdit du côté de Morillon. Bah oui, Morillon, ils ont décidé de mettre les points sur les i. Donc direction la vallée du Gifre, avec le maire Alain Derneria. Bon, au cas où, c'est le père d'Antoine Derneria, donc il sait ce que c'est que le ski. Et il a pris ce samedi un arrêté municipal interdisant la pratique du ski hors piste sur l'intégralité du domaine skiable. Alors, c'est un peu une mesure exceptionnelle, mais qui vise tout d'abord à attirer l'attention, parce qu'avec les grosses chutes de neige de ces dernières semaines, le manteau est instable et c'est les remontées mécaniques qui ont alerté Monsieur le maire pour justement essayer de faire quelque chose. Alors, je cite, il dit qu'il ne s'agit pas là de se dégager d'une quelconque responsabilité, mais en tout cas, ça va mieux relancer le débat sur les interdictions dans la montagne, espace de liberté comme chacun le sait. Et je suis sûr que ça va faire jaser cet hiver. Oui, on le rappelle quand même, il faut faire attention, le manteau neigeux est instable. Attention hors piste. Risque 3 sur 5 aujourd'hui, voilà. mais ça, à mon avis, ça va augmenter. Exactement. Et alors,
Nous, on va à la neige, mais ce n'est pas le cas de beaucoup de Français. Oui, c'est nos confrères de France 3 qui ont sorti donc une étude qui est tirée du site Loisirs en Cher et qui montre que 9 Français sur 10 n'iront pas skier cet hiver. Alors, pour certains, ça fera peut-être plus de place sur les pistes, hein, mais en tout cas, c'est vrai que ça laisse songeur. Hein. Seulement 23% des Français interrogés prendront des vacances cet hiver. Constat, c'est le problème, c'est le prix. Pour ceux qui partent skier cet hiver, seuls 43% considèrent l'hébergement comme cher, hein, c'est toujours là le problème. Et à noter que l'enquête n'a pas été faite dans les parages, hein, parce que 40% des personnes qui ont été interrogées ne seraient jamais allées en vacances au ski. Bon, hein, ça laisse un peu songeur, mais qu'on se rassure, chaque hiver, 9 milliards d'euros sont dépensés dans les sports d'hiver, selon l'Observatoire de domaines skiables de France. Quant à l'hiver dernier, c'était plus de 51 millions de journées skieurs qui ont été vendues. Et rappelez-vous, c'était pas. Et pourtant, c'était compliqué. Voilà, c'était un peu compliqué l'année dernière. Hein, donc, on a vraiment de beaux chiffres pour cet hiver et concrètement, ça va aller en s'améliorant. Et tant mieux, avec la belle neige. Merci. Merci, Pauline. Je te laisse finir de te préparer. C'est ça. Allez, quelques minutes et puis je te rappelle tout à l'heure pour le rappel des titres. Et puis, j'accueille sur ce plateau le docteur Claude de Bourguignon. Bienvenue, bonjour. Bonne année également. Vous êtes l'auteur, le co-auteur d'un livre sorti en octobre dernier, Sauver le médecin généraliste. Oui. Alors, on ne va pas épiloguer sur le titre qui se veut un petit peu accrocheur, mais toujours est-il que le constat est là. On en parle depuis des mois, des années. La désertification médicale en France est aujourd'hui, c'est un vrai constat. Et aujourd'hui, vous proposez vraiment un état des lieux et quelques solutions pour une possible sortie de crise, si on peut dire. Alors dites-moi déjà, cet ouvrage, c'est des années de recherche et d'études. Cet ouvrage, en fait, c'est un cri du cœur d'un professeur de médecine et d'un médecin généraliste de terrain. Voilà, c'est vraiment un cri du cœur. Depuis le constat qu'on a fait de la désertification médicale et du fait que la médecine générale, qui était autrefois une voie royale, dite royale, est devenue un choix par dépit ou par échec. Alors que c'est un métier magnifique. Et vous avez exercé pendant plus de 40 ans, oui, entre l'hôpital d'Annecy, Chamonix, Crangevrier. Voilà, donc c'est un métier que vous connaissez bien. Oui, et vous avez vu petit à petit ce métier se faire délaisser par les jeunes générations. Voilà. Alors il faut savoir que ce qu'on appelle l'étiage, la partie la plus basse qu'on aura, sera atteinte en 2025. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on espère que le nombre de généralistes va commencer à remonter. Mais il risque de redescendre jusqu'à 2025. La raison est simple. La façon dont les médecins généralistes ont travaillé pendant longtemps n'est plus acceptée par les jeunes générations et on peut les comprendre. La féminisation fait que les femmes qui ont une vie professionnelle et une vie privée ont besoin d'une vie acceptable. Et puis le fait qu'à l'université, on ne parle plus depuis longtemps, dans les hyper-spécialités, on ne parle plus de la médecine générale. Donc il a fallu qu'il existe une filière universitaire de la médecine générale pour que les généralistes, les futurs généralistes, redécouvrent la médecine générale dans des stages qui sont à la fois CHU, mais surtout en cabinet médical, voilà, avec des maîtres de stage universitaires. Alors à la base, c'est un problème de cursus du coup ou... C'est pas seulement un problème de cursus, c'est aussi un problème on va dire, c'est compliqué de faire de la médecine générale. Ça fait peur parce que la connaissance dite holistique est importante, très holistique. Et le contact avec le patient, ça s'apprend avec l'expérience. C'est compliqué parce que ce n'est pas une spécialité. C'est d'ailleurs ce que je dis dans ce livre. La médecine générale n'est pas une spécialité, même s'il en a le statut. C'est une culture. C'est une culture. Parce que lorsque vous rencontrez un patient qui vous présente un symptôme, il ne vient pas pour vous dire « j'ai mal au cœur, j'ai mal à la tête ». Non, il vient vous dire « j'ai mal à la tête », effectivement. Et à partir de là, vous, médecin généraliste, vous devez évoquer toutes les possibilités d'un mal de tête. Alors ça fait appel à plusieurs spécialités, que ce soit cardiovasculaire, que ce soit neurologique, que ce soit ophtalmologique, que ce soit ORL, que ce soit tout ce qu'on veut. Et le médecin doit pouvoir faire un bilan complet, étant le premier recours, étant la première partie du parcours de soins, étant le premier recours, il faut qu'il fasse un examen très précis pour qu'on ne perde pas de temps, pour qu'on ne divague pas dans des examens complémentaires inutiles, pour arriver à être tout à fait efficace et économe.
Alors, Voilà. c'est le vieux dilemme, est-ce qu'on soigne la maladie ou le malade? Alors, on soigne le malade. On soigne le malade, ça c'est notre credo, c'est on soigne un malade, et donc en prenant le malade comme il est, on le soigne comme il est, et on fait ce qu'on doit faire avec lui, ce qu'il veut faire. On ne va pas au-delà. On ne peut pas soigner un malade qui ne veut pas être Bien soigné. entendu. S'il n'accepte pas, on ne peut pas lui imposer des tests, des examens, etc. Il faut respecter d'abord le malade. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on le sait, et, bon, la Haute-Savoie n'est pas le département le plus à plaindre Pas du tout, au pas niveau du tout, français, pas du tout. mais il faut réfléchir sur de nombreuses années en amont. Et vous proposez des solutions concrètes, notamment médicaliser et humaniser le concours d'entrée. Alors, tout à fait, parce qu'actuellement on se trouve à un concours qui met les sciences fondamentales au point fort, si vous voulez. On demande à un médecin d'être un fondamentaliste avant de devenir médecin. Le fondamental, c'est chimie, C'est physique, chimie, biologie. maths, etc., biologie, stats et tout. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'on demande à un médecin traitant, un médecin généraliste. Le médecin généraliste a déjà 10 ans d'études, et nous, on prône une médicalisation des études dès le début, pour ne pas perdre de temps, pour que le médecin soit formé et ait une connaissance holistique, on l'a dit tout à l'heure. Et voilà, c'est le principe. Quitte à mettre en place une filière de médecine générale. Si il faut aller jusqu'à une filière de médecine générale, il faut faire une filière de médecine générale. Si vraiment les nouvelles modalités, avec le troisième cycle de médecine générale, si ces modalités n'arrivent pas à donner le nombre de médecins généralistes qu'il faut, à ce moment-là, il faudra faire une filière de médecine générale. On propose de le faire. Alors, vous écriviez justement dans ce livre, l'avenir du généraliste dépend des moyens qu'on lui donnera de jouer son rôle avec efficience dans notre système de santé. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On ne donne pas les moyens aux médecins généralistes. On ne donne pas les moyens. Un exemple très précis, vous avez des médecins généralistes qui s'installent, qui n'ont fait qu'un stage de gynécologie ou un stage de pédiatrie. Voilà. Alors que normalement, ils devraient faire les stages de pédiatrie et de gynécologie. Bon, c'est un exemple. Et puis, il y a beaucoup de spécialités qui ne sont pas prises par les médecins généralistes alors qu'elles seraient nécessaires. Dans l'exemple que j'ai donné de la céphalée, la stomatologie, l'ophtalmologie, l'ORL sont des spécialités aussi qui jouent leur part. Donc, il faudrait avoir une présentation beaucoup plus large des spécialités au niveau de la médecine générale, ce qu'on devrait obtenir avec ce troisième cycle et l'année supplémentaire du troisième cycle, où là les gens vont chercher à avoir une compétence particulière. Par exemple ici, ce serait la traumatologie, pour ceux qui vont travailler en station, par exemple. Bien, entre autres. Alors, on le rappelle, ce livre, Sauver le médecin généraliste, il est destiné à tous, même s'il peut paraître de but en blanc comme ça, vraiment spécialisé. Il est destiné à tous, parce qu'au départ, il y a mon témoignage qui est donc avec des anecdotes, mais des anecdotes bien précises, pour des raisons bien précises. Et après, on a un travail commun, mais qui est surtout fait par monsieur le professeur Queneau, qui est doyen de Saint-Étienne, qui est le co-auteur, mais l'auteur principal, qui lui a mis toute sa passion pour la médecine générale et l'enseignement dans ses prérogatives. Et c'est intéressant pour tout le monde, parce que d'abord, ça informe sur l'état des lieux, c'est toujours intéressant, et puis surtout, ça peut donner envie à des étudiants, à des familles, de pousser les gens à faire de la médecine générale. Voilà. Et ça, on est bien d'accord, il faut le faire remonter dans les plus hautes sphères de l'État, parce que si on a le constat et les solutions... On fait remonter, on a déjà rencontré les sénateurs de la commission de santé, on a déjà rencontré pas mal de gens. On espère que ça sort... Et bien sûr l'Académie nationale. L'Académie de médecine, elle a déjà fait des rapports sur ces problèmes-là. On n'a pas beaucoup de retours, à vrai dire. Bon, on attend de voir en tout cas. Voilà. En tout cas, Sauver le médecin généraliste, c'est un ouvrage, c'est aux éditions Odile Jacob, à mettre entre toutes les mains. Merci. Tout simplement. Merci beaucoup, docteur, d'être venu avec nous. Je vous laisse repartir en régie pour suivre la fin de cette émission. Et j'accueille sur ce plateau tout de suite Benjamin de Fontgalan et Isabelle Susini. S'il vous plaît, bienvenue. Bonsoir. Donc vous êtes respectivement le cofondateur de placedelaloc.com, on va y revenir dans quelques minutes, et la directrice du réseau français de One Person for the Planet. Alors déjà, question bête et méchante, placedelaloc.com, ça consiste en quoi? C'est hyper simple.
En fait, c'est un site de location entre particuliers qui permet en fait, aux particuliers de se louer entre eux soit une voiture, soit un camping-car, soit un bateau, soit un objet, soit une tente, soit une GoPro, ce que vous voulez. Donc tout. Tout sauf la partie immobilier en fait. D'accord. C'est un choix. Donc, parce qu'il y avait des clients, le contrat Parce il qu'en était fait, quoi, le à la côté base immobilier, il y avait du Airbnb, il y avait pas mal d'acteurs, et on s'est dit justement il fallait se démarquer et donc lancer un service qui était différent en fait des autres, tout simplement. Alors, c'est créé en 2014, Oui. c'est vraiment dédié à tout le monde. Aujourd'hui, ça commence vraiment à tourner. On a plus de 30 000 membres, on a plus de 20 000 demandes de location par jour, quasiment, par semaine, pardon. Et donc on a un trafic qui monte énormément, donc c'est en forte croissance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a en fait des consommateurs qui changent en fait actuellement, qui passent en fait d'un modèle de la possession à l'usage en fait. Maintenant on se dit pourquoi acheter une perceuse qui est utilisée que 10 000 par an? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Pourquoi acheter une voiture qui est utilisée en moyenne 1 heure par jour? Autant louer une. Pourquoi acheter un bateau alors qu'il est sur le lac d'Annecy, il est utilisé par exemple une fois de temps en temps quoi. Donc en fait tout ça, les gens en fait changent leur comportement, leurs habitudes, et donc commencent à comprendre que autant partager ce qu'on possède plutôt que d'acheter. Vous avez fait la démarche également il y a un mois à peine justement d'adhérer à One Person for the Oui. Planet. C'est pour ça que je me tourne vers vous Isabelle. C'est une sorte de club d'entreprise, mais un club d'entreprise unique qui remonte quand même à quelques années. Expliquez-moi le concept. Alors effectivement, c'est unique, c'est le seul réseau à l'international qui rassemble des entreprises philanthropes, qui sont philanthropes à hauteur de 1% du chiffre d'affaires. Ce qui peut être pas beaucoup et énorme en même temps. En gros, quand même, c'est énorme. Et donner 1% de son chiffre d'affaires, c'est énorme. Ça aurait pu être 1% des bénéfices, mais non. Donc que vous fassiez des bénéfices ou pas, vous donnez 1% de votre chiffre d'affaires. Et c'est un gros montant. Et pour une cause environnementale. Et pour une cause environnementale. Donc c'est pour la planète. Donc c'est un réseau international et c'est le seul qui soit à l'international. Avec ce petit logo, qui est un petit peu de travers, pardon, ce petit logo que vous pouvez voir donc, sur des produits de grande consommation, alimentaires, cosmétiques ou des sites de partage. C'est toute industrie, tout métier, tout secteur. Aujourd'hui, il y a 1300 entreprises qui sont membres au niveau mondial. Oui. Donc 14 en Haute-Savoie, représente. Oui. Ça marche de plus en plus, justement. Il y a beaucoup d'entreprises qui, justement, prennent cette initiative de One Person for the Planet. Alors, il y en a de plus en plus. C'est vrai qu'en même temps, c'est parce qu'il y a des problèmes environnementaux c'est ce qui fait que les entrepreneurs comme les individus prennent conscience qu'ils ont un rôle à jouer. Autre, pas seulement faire du business, mais aussi peut-être partager, d'où le lien avec Place de la Loc. Mais il y a une vraie notion de partage, de reversement. Pour beaucoup, c'est des entrepreneurs qui ont un souci environnemental et qui souhaitent, avec leur business, reverser à hauteur de 1% du chiffre d'affaires. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie le flux financier, on vérifie qu'ils versent bien 1% du chiffre d'affaires et on leur présélectionne un certain nombre d'associations qui sont très impactantes sur la problématique environnementale. D'accord. Benjamin, vous, c'était exactement ça dans l'état d'esprit? Alors, ce qui est marrant, c'est que vu qu'on a commencé il y a 4 ans, en fait, de passer de la possession à l'usage, on contribue déjà en fait, à l'écologie, parce que plutôt d'acheter, vous partagez un bien ou vous le louez. Donc, ça fait de produire des biens en Chine qui sont utilisés si peu en fait. Et on s'est dit justement qu'il fallait aller au-delà. Donc, c'est pour ça qu'avec Isabelle, justement, on a décidé, ensemble, de contribuer justement à 1% pour la planète, parce qu'il fallait absolument s'engager davortage. C'était C'est vraiment un engagement fort, une suite logique, exactement. Et finalement, 1% du chiffre d'affaires pour un entrepreneur, c'est pas grand-chose. Alors, c'est plus que 1% du résultat, bien évidemment. Mais finalement, par rapport à ce qui se passe au niveau climatique, on se dit que c'est indispensable de le faire, quoi. Et finalement, si tout le monde le faisait à son échelle, parce que nous, on est petits, et ben finalement, les choses iraient beaucoup mieux. Alors, vous, justement, 1%, on ne va pas vous demander vos chiffres, mais ça fait quand même une manne substantielle. Oui, mais finalement, toujours pareil, c'est 1% quand vous pensez, quand vous parlez de budget marketing. Finalement, on dépense beaucoup d'argent en marketing. Finalement, si vous prenez 1% du budget marketing, c'est rien du tout. Donc voilà, de plus, c'est un choix de budget qui est utile pour nous, qui est intéressant. Et en plus, on veut aussi que nos membres, nos acteurs, nos membres de la communauté Place de la Loc, qui sont engagés aussi. Donc quand ils passent par la plateforme Place de la Loc, ils savent qu'en partageant leurs biens, en louant vers la plateforme, ils vont contribuer aussi à la planète, quoi. Donc c'est super intéressant. Donc en fait, tout le monde y gagne. Isabelle, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent vous rejoindre, à tel point que, je ne sais pas, on est obligé de faire une sélection ou on accueille tout le monde? C'est une bonne question. Pour le moment, on n'a pas eu besoin de faire énormément de sélection parce que finalement, ça s'auto-régule. Il n'y a quasiment que des entreprises qui sont responsables, on va dire, qui nous rejoignent. Pour la plupart, elles ont un mode opératoire ou des processus ou des produits qui sont déjà relativement
responsables ou des produits écolos. Dans tout ce qui est alimentaire, par exemple, ce sont des marques bio la plupart du temps qui nous rejoignent. Donc, non, il n'y a pas de sélection et en même temps, la philanthropie a tellement besoin, enfin le problème environnemental a tellement besoin d'argent que notre rôle, c'est pas tant de dire que vous êtes un bon business ou vous n'êtes pas un bon business. Nous, on se dit, il y a vraiment besoin de faire bouger les choses, il y a besoin de financer les projets environnementaux. Donc, à part si c'était vraiment une entreprise extrêmement polluante qui voudrait se racheter une image, mais ça n'est pas arrivé jusqu'à encore. présent. Pas encore, c'est pas encore arrivé. Ouais. Monsanto nous a pas contactés, voilà. Donc, et je pense que ça n'arrivera pas. Donc, pour le moment, il n'y a pas de sélection. C'est tout entrepreneur philanthrope, entrepreneur ou entrepreneuse ou entreprise, même les individus peuvent adhérer. Donc, toute personne qui veut agir, et en quelque part, c'est une façon de choisir où vont nos impôts, en fait. Parce que comme vous avez une partie qui est défiscalisable, en fait, vous décidez, moi, mes impôts, je préfère qu'une partie soit dédiée à la protection de l'environnement. Jamais vous avez une traçabilité sur vos 1%, où elles partent justement? Alors pour l'instant, moi, c'est récent, parce que ça fait que 2 mois qu'on s'est engagé, en fait, qu'on n'a pas encore choisi justement les partenaires. Mais on est en cours de sélection, justement. C'est vous qui les choisissez, vraiment? En fait, c'est nous qui choisissons justement les associations pour lesquelles on versera l'argent, en fait. Et nous, on vérifie. C'est ça qui est hyper intéressant. Vous n'êtes pas obligé de verser à telle ou telle association, vous choisissez laquelle vous voulez vraiment suivre pendant des années, quoi. Et pareil, les fonds sont vraiment tracés jusque... Absolument. Pour avoir le droit d'utiliser le logo 1%, nous, on vérifie les flux financiers. On vérifie le montant du chiffre d'affaires avec une liasse fiscale tous les ans. Et on vérifie qu'il y a bien eu 1% du chiffre d'affaires de tous les Mais membres. à partir du moment où l'argent est versé, que ces 1% justement sont bien actés, sur les actions concrètes sur le terrain avec ces associations, justement, on sait exactement, par exemple, le 1% de place de la log va être Bien sûr, on sait à qui il est attribué. Ouais. Oui, c'est chaque membre qui choisit à qui va donner son 1%. Ok. Et comme ça, on verra justement l'impact immédiat et concret justement pour la planète, quoi. Vous avez justement des choix déjà, des on a ambitions? plein de choix, mais c'est pas encore décidé. Donc on va attendre un petit peu pour les déclarer, mais pour l'instant, il y a un choix qui est assez vaste, donc c'est ça qui est intéressant. Et le but après, dans tout ça, c'est pas que le côté financier justement, c'est le côté humain. Donc nous, on va rencontrer justement différentes personnes, différents acteurs, et après à cette rencontre-là, on va voir ce qu'on fait, quoi. Donc là-dedans, c'est important de le dire, je pense, c'est pas que des visions monétaires, c'est vraiment aussi humain. Et tous les membres du 1% pour la planète, justement, on se croise régulièrement, on se rencontre. Il y a un véritable lien, un échange, on fait du business ensemble aussi. Enfin, donc c'est pas quelque chose pour vous. C'est pas que les financiers. Ça apporte aussi quelque chose pour vos consommateurs, pour les usagers du site. Vous pensez qu'ils peuvent justement arriver à un stade où il y a 1% qui est destiné à... Au fond de nous, c'est pas forcément que c'est pas du marketing justement. Donc c'est du concret, c'est du réel. Donc après, ils veulent pas. En tout cas, ils sauront justement que le fait de louer sur les plateformes, ça va contribuer à la planète. Donc c'est positif. Donc c'est que du bon en fait. Il y a toujours ceux qui sont anti, ceux qui sont pour. On est plutôt du côté positif pour. Voilà. Donc on construit quelque chose de positif. Il y a un but, il y a un plafond à un moment ou... Non, sky is the limit. Non, il n'y a pas de plafond. Il faut savoir quand même que l'environnement est très peu financé. La protection de l'environnement, c'est le parent pauvre de la philanthropie. Donc, il faut y aller. Là, vu ce qui est devant nous, toutes les bonnes volontés doivent être derrière nous et il n'y a pas de limite. Donc, aujourd'hui, il y a... grâce au 1%, c'est une vingtaine de millions d'euros par an qui sont reversés à des associations environnementales, mais elles ont besoin de beaucoup plus. Donc voilà, on a besoin de un beau message pour tous. cette nouvelle année. Vous l'avez compris. Ça peut aller justement du médecin jusqu'à la start-up, au grand groupe. Voilà, tout le monde peut donner. Oui, je pense que tout le monde est concerné par la protection de l'environnement. Et toute personne qui génère un chiffre d'affaires ou qui... c'est ce que tu disais, il y a des dentistes, il y a des agences de communication, il y a toute industrie. Hein. Et ben voilà, comme ça le message est passé. Vous Merci. êtes particulier, vous n'hésitez pas, c'est le place de la log pour faire de la location d'objets usuels du quotidien. Et vous êtes particulier, vous êtes professionnel, n'hésitez pas, 1% pour la planète. C'est donc un site, un club d'entreprise qu'on vous invite à rejoindre. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous laisse repartir en régie et j'accueille notre dernière invitée du jour, Tamia Bedouin. Bonjour, bienvenue. Vous êtes dessinatrice de bande dessinée. Votre ouvrage Artemisia est donc sorti il y a quelque temps. Donc c'est aux éditions Delcourt Mirage.
Et là, on a un superbe un voyage dans le temps, à la fois donc début des années 1600, où on va suivre les aventures donc, de Artémisia. Donc, c'est une biographie de faits réels. Et comment vous en êtes arrivé à un projet comme ça? Alors en fait, j'ai rencontré Nathalie Ferlu qui est la scénariste de ce projet et on hésitait, on a cherché plusieurs projets, on hésitait à travailler sur quoi on pouvait travailler et on s'est dirigé vers Artémisia parce que c'est une figure qui est vraiment méconnue à tort. C'est vraiment une belle figure du féminisme qui s'est battue pour devenir la première femme peintre de l'histoire. Donc c'est pas la première peintre, mais c'est la première femme qui a gagné sa vie avec la peinture. Avant, c'était pas possible. Alors, en effet, c'est une histoire véridique qui nous fait voyager entre Londres, entre la France, l'Italie, justement au début des années 1600. C'est une histoire forte quand même. C'est l'histoire qui vous a touché à la base? Alors en fait, moi je suis tombée sur Artémisia. Je la connaissais pas, enfin je l'ai connue que récemment, grâce à un texte sur le sexisme dans l'art et en me renseignant plus sur elle. Donc je suis tombée sur des actes, parce que bon, il s'est passé plein de trucs dans sa vie, mais entre autres, elle s'est fait violer et il y a un procès qui en a découlé et où elle s'est fait torturer pour voir si elle disait effectivement la vérité. Et il y a des traces de ce procès qui ont été retranscrits donc, sur papier, qu'on peut lire assez facilement, on peut les trouver, où on entend cette femme parler et c'est assez incroyable. Enfin, on se dit, mais c'est une situation tellement injuste et tellement forte et on sent son caractère déterminé. Enfin, elle voulait être peintre et elle a réussi à une époque où personne avant elle avait réussi à le faire. Alors justement, vous vivez au Japon avec beaucoup d'influences qui y sont liées dans votre travail au quotidien. C'était difficile de rentrer dans un ouvrage historique comme celui-là, qui n'est pas du tout, entre guillemets, votre cadre de travail habituel. C'est vrai. C'était assez rigolo parce que j'étais au Japon quand j'ai travaillé sur ce livre. Et du coup, je passais mes journées sur Internet à chercher à quoi pouvait ressembler une ville italienne du XVIIe siècle, en mangeant des onigiri et en buvant du saké. Du coup, c'était très dépaysant, c'était vraiment bien. Et alors pour ce travail, il y a eu aussi beaucoup de recherches historiques, parce que forcément, j'imagine que pour retracer la vie et l'image de quelqu'un qui a vraiment vécu, et dont il existe beaucoup de portraits, beaucoup d'autoportraits en tout cas, Oui. Ça a été vraiment un travail de fond. Comment on adapte son trait, son dessin justement Ah, c'est une bonne question. C'était assez compliqué parce qu'au départ, justement, j'aurais aimé qu'elle soit plus ronde et plus forte, plus musclée, un peu comme les femmes de cette période-là. Et moi, j'ai un dessin plutôt en longueur avec des personnages féminins assez fins. Et assez rapidement, je l'ai dessiné. Enfin, il y a eu une adaptation, mais malgré tout, ça reste mon dessin. Donc, elle ressemble un peu, mais pas beaucoup à ses autoportraits. Donc, c'est la liberté qu'on a pu prendre. C'est votre première BD, il y a d'autres projets qui sont déjà en cours de route? Oui, alors avec la même scénariste, Nathalie Ferlu, donc chez Delcourt Mirage encore en 2019. En 2019. Ça se fait longtemps à l'avance. C'est combien de temps de travail pour un ouvrage comme celui-ci? Alors celui-là, c'était 1 an et demi de travail et après, il est sorti 6 mois après la fin, donc le temps de se faire imprimer et distribuer. C'est du beau boulot. Il y a une amitié qui a été créée avec la scénariste du coup depuis? Ah oui, mais moi je suis vraiment contente de travailler avec elle. Donc on le rappelle, à Artémisia, hein. N'hésitez pas, aux éditions Delcourt Images, bien sûr, avec un scénario et des textes de Nathalie Ferlu. C'est quand même un petit peu engagé, dans le sens que Artémisia est qualifiée alors je ne sais plus exactement, mais d'incendiaire à son époque, justement pour faire des tableaux très crus, très appuyés, où justement la place de la femme est mise en avant, où les hommes sont décapités. Je ne sais pas, ça vous parle? En fait, ce qui s'est passé, nous on la voit un peu comme la Madonna de l'époque. Donc en fait, elle s'est fait violer, il y a eu un procès là-dessus, donc elle avait plus de réputation. Une femme qui se fait violer, c'est pire qu'une pute. Et elle s'est dit, si c'est ça, je vais me peindre toute nue. C'est vraiment quelqu'un, avec ce qui s'est passé, ça aurait pu la mettre plus bas que terre. Et elle s'est servie de ça pour se faire une réputation vraiment sulfureuse et gagner en indépendance, et ça a marché. Il y avait plein de gens, en fait, c'était un personnage tellement unique à l'époque. Donc une femme qui est peintre et qui se représente nue dans des tableaux, il n'y avait personne d'autre qui faisait ça. Donc ça a été vraiment un objet de curiosité
Et grâce à ça, elle a eu des commandes, elle a eu de l'argent, elle a pu divorcer. Enfin, parce qu'après ça, elle a fait après le procès, donc elle a fait un mariage pour sauver son honneur. Bon, c'était pas du tout un mariage voulu. Et elle a pu divorcer, elle a pu élever ses filles et elle a vécu la vie qu'elle voulait avoir. Avec ses peintures. Elle a pu Oui. vivre de ses peintures. Oui, Une très belle et histoire. c'est une très bonne peintre en plus, donc je vous conseille d'aller voir ses peintures. Eh ben, c'est chose dite. On retient Artemisia. Merci beaucoup, Merci Tamia, à vous. d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et je rappelle, pour les dernières minutes, Pauline Courceau, je vous laisse rejoindre la régie. Merci beaucoup. Pau, à quelques minutes du JT. Ça va, t'es prête? Oui, c'est bon, ça va. Ça Parfait. va Tout est en place. Bon, alors on rappelle les titres du jour qui seront développés dans quelques minutes. Oui, on ira du côté de Valloire, on ira visiter la salle des machines à plus de 2000 mètres d'altitude parce que même s'il a beaucoup neigé, on fabrique quand même de la neige de culture, donc on ira découvrir tous les Prévision fin de secrets. saison. C'est ça. Si jamais ça fond ce week-end. Et puis on retrouve Fanette dans une série de la semaine. Oui, série consacrée aux initiatives solidaires sur notre territoire. On ira à la cantine savoyarde du côté de Chambéry, des repas préparés à partir d'aliments non servis ou non vendus. Il y avait avant le midi, le soir, désormais on peut y aller pour le petit déjeuner. Donc sujet à découvrir tout à l'heure dans le JT. Pension complète, c'est dans quelques minutes. N'hésitez pas, c'est sur 8 Mont-Blanc que ça se passe. Merci beaucoup, Pauline. Merci Manu. Merci à toutes et à tous de votre attention. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Nous, on se retrouve demain pour un autre numéro d'Accès Direct. D'ici là, une très bonne soirée. À bientôt sur 8 Mont-Blanc.